Bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de couture. Sauf que je ne vais pas te faire de tuto ou de faire de démo dans cette vidéo. Je vais uniquement te parler de mon expérience en industrie de luxe. Je voulais faire cette vidéo justement pour parler de ça parce que je voudrais rétablir une certaine vérité entre ce que les gens croient sur cet univers et la réalité des choses. Parce que, en fin de compte, je me suis retrouvée à travailler en tant qu'indépendant pour d'autres entreprises, en dehors de la mienne, en tant que prestataire de service. Et à chaque fois, la même chose qui ressort, c'est oui, les couturières qui ont travaillé en industrie de luxe, elles se vantent parce qu'elles ont travaillé en industrie, alors que y a rien d'exceptionnel, c'est comme nous, etc., etc. Euh, et considère aussi que ça compte pour du beurre, puisque c'est de l'industrie de luxe et non pas les petites mains de luxe. Alors moi, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que ayant regardé des reportages, ayant regardé des reportages sur les petites mains qui travaillent dans l'univers du luxe et ayant travaillé justement en industrie de luxe pendant plusieurs années, franchement, il n'y a absolument aucune différence dans le sens où le degré de difficulté est exactement le même. On s'imagine que parce que les personnes qui travaillent en industrie de luxe sont loin de cet univers-là, on se dit ouais, bah ça doit être plus facile, etc. Non, ce n'est vraiment pas plus facile parce que concrètement, on travaille réellement pour les marques. C'est-à-dire que quand on travaille pour du Chanel, on fait réellement du Chanel, tout comme les petites mains qui travaillent pour Chanel font exactement du Chanel. C'est exactement la même chose. La seule différence que je dirais, c'est que c'est la taille de l'atelier. C'est que les petites mains travaillent dans un atelier assez plus restreint, plus petit, il y a beaucoup moins de personnes, que dans une industrie de luxe, on peut facilement se retrouver avec 80 personnes dans un atelier, ce qui est vraiment énorme. Ensuite, un point important aussi qu'il faut préciser, c'est qu'en industrie de luxe, on nous apprend vraiment à travailler sur des machines les plus compliquées. C'est-à-dire, on ne travaille pas sur des machines familiales, des petites machines basiques que les couturières connaissent. On travaille vraiment sur des machines mastoc, c'est-à-dire des machines, des vraies surjeteuses, des vraies piqueuses plates, des machines double entraînement, des machines triple entraînement, des machines spéciales cuir, des machines spéciales pour des épaisseurs, je serais incapable de dire le nom parce que c'est des machines vraiment tellement spécifiques. On travaille sur des machines automatiques qui ont chacun leur spécificité, c'est-à-dire qui puissent poser des boutons, donc des boutonnières, qui puissent poser des perles, et j'en passe, et j'en passe. Et du coup, oui, effectivement, ça fait que les couturières qui sortent de l'industrie de luxe, c'est une réalité, ont une certaine expérience que les autres couturières, par exemple de retoucherie ou dans un atelier de couture basique, si je peux dire ça, n'ont pas. C'est pas pour dénigrer ces couturières-là, c'est juste pour mettre en avant une certaine réalité, un fait. Euh, Par exemple, une personne qui va être dans un atelier de retouche depuis 30 ans n'aura pas les mêmes compétences qu'une personne qui a travaillé pendant 30 ans en industrie de luxe. Ce n'est pas possible puisque le travail n'est pas du tout le même, puisque l'exigence au niveau de la qualité du travail n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que en retouche, on nous demande d'être précis, on nous demande une certaine précision, une certaine rigueur. Certes, c'est vrai, il faut répondre à la demande du client. Mais l'exigence qui est demandée en industrie de luxe n'a absolument rien à voir avec l'exigence demandée en retoucherie ou en confection, par exemple, de robes de mariée. J'ai travaillé pour une boutique de robes de mariée, j'ai dû faire des retouches et des transformations
sur des robes qui valaient au moins minimum 1 500 €. Et je peux garantir que le travail que j'ai pu faire en retouche sur une robe de mariée à 1 500 € n'est pas du tout le même travail qualitatif que sur une veste, par exemple, sur laquelle j'ai travaillé, sur une veste à 20 000 € en industrie de luxe, ou sur un sac Chanel qui valait 3 000 à 4 000 € prix d'usine, parce qu'attention, c'est des ventes prix d'usine. Voilà, donc j'ai travaillé sur des robes de 1 500 € prix de vente en boutique, hein. Faut pas faire la confusion des deux. Et j'ai travaillé en industrie de luxe sur des vestes à 20 000 €, prix d'usine. C'est-à-dire que le prix d'achat vendu en boutique, c'est multiplié par 2, voire par 3 minimum. Et encore, je me demande si c'est pas coef 6 dans certains pays, dans certaines boutiques. Donc, honnêtement, c'est pas du tout pour abaisser la qualité de travail de certaines couturières qui n'ont jamais travaillé en industrie de luxe. C'est pour rétablir une vérité, et il faut être réaliste. Et de plus, je tiens à mettre en avant que le but, ce n'est pas non plus de nous vanter, mais je pense que quand nous sommes dans une démarche d'auto-entrepreneur où on essaie d'entreprendre, donc on est obligé de mettre en avant nos compétences, parce que c'est un fait, on a des compétences, on a des aptitudes professionnelles, et je ne vois pas pourquoi on devrait les cacher, en avoir honte, dire oui, je vais pas mettre ça en avant parce que je vais être critiquée, on va prendre pour une prétentieuse. Des trucs qui dérangent dans la société, clairement, qui ne devraient pas déranger, puisque c'est normal. Le but, je pense, c'est quand même que quand on fait un travail personnel, c'est avant tout d'inspirer confiance aux gens à qui on propose nos créations, nos services, peu importe le domaine d'activité qu'on fait. De toute façon, que ce soit la couture ou que ce soit un autre domaine d'activité, je pense que c'est essentiel de mettre ses compétences, comme je disais, en avant, que c'est normal de devoir inspirer confiance aux clients, que ce soit un client professionnel ou que ce soit un client particulier. Et par rapport à ça, j'ai envie de rajouter que c'est tout à fait normal. Vous, par exemple, si vous vous présentez devant un employeur demain avec un CV, une lettre de motivation, qu'est-ce que vous allez faire? La première chose que vous allez faire, c'est mettre vos compétences en avant. Vous n'allez pas arriver devant un patron en entretien, vous n'allez pas vous dénigrer, parce que vous savez très bien que ce dont vous avez besoin, c'est de, entre guillemets, proposer vos compétences pour être embauché auprès de votre patron, pour que votre patron ait envie de vous embaucher pour gagner un salaire. Donc j'estime que c'est tout à fait normal que des gens extérieurs qui essaient de faire leur création, qui essaient de proposer leurs services, fassent exactement la même chose. Puisque nous, notre CV, on ne se propose pas devant un patron, certes, mais si on arrive devant vous et qu'on vous dit «Oh, bah je sais pas trop, je sais pas si je vais être capable de vous faire tel modèle, je sais pas si j'ai les compétences pour faire ci, pour faire ça», je pense que déjà ça va pas vous donner envie d'en savoir plus, ça va pas vous inspirer confiance, ce qui est tout à fait normal. Et ça va pas vous donner envie de passer des commandes, ce qui est tout à fait logique. Donc je pense qu'il faut arrêter avec cette fixette de se dire qu'une personne qui met en avant ses compétences ou qui montre son savoir-faire, c'est de la prétention. Non, en aucun cas c'est de la prétention. Et d'ailleurs, enfin, moi je trouve que c'est une mentalité purement française de sans arrêt devoir se dévaloriser, se dénigrer et tout, parce que ça fait plus humble, alors que non, ça fait pas plus humble, c'est juste de la connerie, pour moi, c'est juste un conditionnement qu'on subit en France de dire c'est normal de se dénigrer, point barre, parce que dans les autres pays, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. C'est-à-dire qu'aux États-Unis ou en Angleterre, par exemple, si on se plante, eh ben, on va pas du tout vivre l'échec de la même manière qu'en France. On va dire c'est bien, t'as échoué, mais au moins t'as essayé et tu réessayes, on va te donner une autre chance, une opportunité. En France, ça se passe pas du tout de la même manière. Si on a le malheur de se tromper, d'échouer, de faire une erreur, etc., ce qui est tout à fait normal dans le monde de l'auto-entreprise,
puisque nous sommes obligés de passer par là, tout comme quand on apprend à faire un métier, on est obligé de passer par là. C'est tout à fait normal, mais en France, en gros, si on en vient à faire une erreur ou si on a un échec professionnel, bah direct, nous sommes catalogués comme des merdes qui ne savons pas faire les choses et qui ne sommes bons à rien. Alors que, enfin ça, franchement, je trouve ça triste d'avoir ce genre de mentalité que les étrangers n'ont pas. Et donc, pour éviter de m'éloigner du sujet, parce que le sujet à la base c'était le travail en industrie et donc le monde en entreprise, euh, si vous faites des créations, si vous faites quelque chose, arrêtez de vous dévaloriser, arrêtez de penser que ça fait trop prétentieux, que ça fait trop narcissique de mettre ses compétences en avant, alors que c'est tout à fait normal. Donc, pour revenir sur mon expérience en industrie de luxe, donc effectivement, j'ai eu l'occasion et la chance de travailler pendant plusieurs années en industrie de luxe. Vous l'avez compris, je pense. Donc j'ai travaillé dans 2 boîtes différentes qui faisaient à peu près la même chose, c'est-à-dire de travailler pour des marques comme Louis Vuitton, Hermès, comme du Chanel et d'autres marques enfin, que moi je connaissais pas spécialement. Par exemple la marque Chloé et encore bien d'autres, mais que je n'ai pas spécialement en tête puisque c'est pas les références auxquelles moi je me réfère. Et du coup, effectivement, je peux assurer que le travail qui est fait dedans n'est pas du tout la même chose que ce qui est présenté en prêt-à-porter. Ce que vous allez acheter, toutes les marques que vous pouvez trouver en grande distribution, ne sont vraiment pas de la même qualité. C'est pas du tout la même qualité de tissu, c'est pas du tout la même qualité définition. Ça n'a absolument rien à voir. D'où le prix de vos vêtements et qui ne dure pas très longtemps. C'est pas pour pousser les gens à consommer du luxe, mais je pense que oui, effectivement, le luxe pour certaines personnes, ça peut paraître hyper cher, des prix exorbitants, voire inadmissibles. Personnellement, en ce qui me concerne, moi, ça ne me choque pas. Dans le sens où déjà on a une vie, bah, c'est fait pour en profiter, c'est fait pour se faire plaisir, c'est pas fait pour se contenter du minimum. S'il y a des prix, alors je parle pas spécialement du luxe, mais je parle aussi des grandes marques où les vêtements peuvent paraître très chers, par exemple dans les 300 €, etc. Donc là c'est encore, c'est plus du luxe, mais c'est du haut de gamme. Même dans les vêtements haut de gamme, il faut savoir que s'il y a des prix comme ça, c'est qu'il y a forcément des raisons. Et il ne faut pas tout mélanger. Les gens qui font du haut de gamme ne se font pas nécessairement plus d'argent que les industries qui font des petites bas de gamme. Dans le sens où, par exemple, les hauts de gamme et le luxe peuvent faire un vêtement, par exemple, d'une valeur de 20 000 €. Mais si on regarde le matériel utilisé, par exemple, le tissu va peut-être coûter 2 fois, voire 3 fois, voire peut-être même 4 fois plus cher que ce que tu vas retrouver à Pinky. La machine utilisée va peut-être coûter 10 fois plus cher que ce que tu retrouves à Pinky. La qualité, voilà, la qualité définition ne sera pas du tout la même, donc forcément ça va prendre beaucoup plus de temps au niveau de la confection. Donc forcément, bah, ça sera pas la même finition et ça sera pas la même qualité non plus que. Donc, je dirais même qu'il se pourrait bien que finalement, ça soit toutes les autres marques que tu retrouves en chaîne de vêtements. Il se peut même que ce soit ces marques-là qui se fassent le plus de thunes. Et oui, paradoxalement, puisqu'ils utilisent des matériaux de très faible qualité, ils utilisent des machines beaucoup moins sophistiquées et les employés, puisque c'est fabriqué en Chine,
sont payés beaucoup moins cher, contrairement aux industries de luxe où les employés, comme j'ai pu être, nous sommes payés normalement. Voilà, donc le contexte de travail et les conditions de travail ne sont vraiment pas les mêmes. Et je pense que c'est clairement un manque d'information de la part des gens. Peut-être que les gens ne se renseignent pas assez, parce que je pense qu'il y a deux parts de responsabilité. Déjà, peut-être qu'il n'y a pas assez d'informations qui est communiquée sur les façons de travailler de la part du monde de l'industrie. Donc on ne sait pas comment ça se passe, quoique maintenant il y a quand même des bouquins, il y a quand même des reportages, il y a quand même, enfin je veux dire, si on veut trouver des informations, il y a de quoi faire de nos jours, hein. Mais je pense aussi que les gens, enfin, je suis désolée, hein, mais il faut dire ce qui est, c'est que les gens parlent sans savoir et sans se renseigner. C'est-à-dire qu'avant de porter un jugement, avant de porter une critique sur quelque chose, je pense qu'il faut d'abord savoir ce qui se passe derrière, connaître le contexte, savoir comment c'est fait avant de dire ah bah un tel m'a dit ça, donc c'est comme ça, donc ça doit être ça. Je pense que, enfin, nous avons quand même une capacité à réfléchir par nous-mêmes et que faut le, faut savoir le faire aussi parfois, quoi. J'ai pu aussi travailler dans une entreprise de fabrication d'étuis de luxe pour instruments de musique. Étuis de luxe, c'est-à-dire des étuis qui avaient pour valeur à peu près prix d'usine dans les 2000 euros. Voilà, donc autant dire que il fallait que ça soit parfait et que la couture soit au millimètre près, d'autant plus que le cuir est une matière difficile à travailler. Du coup, si on loupe un point de couture, et ben, l'étui se trouve foutu. Donc ça demande vraiment des exigences extrêmes euh, qu'on ne retrouve pas spécialement dans la couture standard. J'ai aussi pu travailler dans un autre secteur d'activité que le vêtement, pour une entreprise qui fait des étuis, des isolants pour chaufferie, c'est-à-dire qu'on coud des sortes de pochettes et on met de la laine de verre dedans pour pouvoir mettre autour d'une chaufferie, autour d'une robinetterie qui va servir d'isolant. Et je trouve ça très intéressant parce que ça montre également la polyvalence de la couturière qui peut s'adapter absolument à tout et à toutes les matières. Et donc je fais cette précision parce que je me suis déjà retrouvée donc, dans ce genre d'entreprise où on me disait oui mais vous avez de l'expérience dans le vêtement donc vous n'allez pas savoir faire ça, il vous faudra automatiquement des mois et des mois de formation. Erreur totale, hein, je le dis. Je me suis retrouvée dans une entreprise de filets, pareil, où on me faisait croire que de coudre des filets était beaucoup plus difficile que de coudre un vêtement, alors qu'un filet, bah, ça reste un filet. Une fois qu'on sait le coudre, on peut en faire une quantité. Enfin, voilà, le filet. Déjà, ça reste une matière à travailler, donc il n'y a rien de compliqué. Et ensuite, je trouve que le domaine du vêtement était quand même un milieu quand même assez vaste, dans le sens où on travaille toutes sortes de matières et quand même des plus difficiles. C'est-à-dire qu'on travaille quand même la dentelle, on travaille la soie, on travaille le tulle, on travaille le cuir, justement. Enfin, je trouve que le vêtement a quand même un panel de matières extrêmement compliqué à travailler, notamment de par la qualité du tissu, de la forme, mais en même temps aussi par rapport à la forme du vêtement. Parce que si tu travailles un truc en dentelle avec je sais pas moi, des trucs spécifiques sur le haut ou sur l'accessoire, ça peut devenir extrêmement complexe. Et les gens qui ne sont pas dans le domaine du vêtement ne se rendent pas compte de ça. Et du coup, je pense qu'à partir du moment, enfin en tout cas moi c'est mon avis, c'est comme ça que je le ressens, peut-être que toutes les couturières ne le vivent pas de la même manière,
mais moi je le vis comme ça, c'est que à partir du moment où j'ai l'expérience dans le vêtement par rapport à ce que je suis capable de faire, quand je rentre dans un autre domaine d'activité, toujours en couture, mais genre par exemple un filet ou d'autres matières, pour moi, ça me semble extrêmement simple. Ça me semble être un jeu d'enfant. Et je sais que quand je dis ça, ça énerve, ça agace. Je vois notamment quand je me suis pointée dans la retouche de robe de mariée où je faisais des trucs vraiment à l'aise. Je faisais ça comme ça, à l'aise, parce que ça me paraissait tellement simple par rapport à ce que j'avais fait en industrie de luxe. Ça énerve, j'en suis désolée, mais c'est comme ça. Enfin, je veux dire, si on trouve quelque chose de facile, c'est comme je disais en début de vidéo, si on trouve quelque chose de facile et qu'on a les compétences pour le faire, faut arrêter de le cacher et de pas le mettre en avant, et sous prétexte que ça va énerver deux trois nanas là, voilà. Moi j'ai envie de dire, c'est pas mon problème, c'est leur problème, c'est à elles de gérer ça. Voilà, donc tout ça pour dire que faut pas se faire une idée arrêtée sur la couture. Il y a beaucoup de choses à savoir. C'est pas parce que on n'a pas 40 ans d'expérience dans le domaine qu'on ne peut pas être plus doué qu'une nana qui a 40 ans d'expérience. Ça, c'est vrai, ça énerve aussi. Moi, j'ai eu ce cas de figure où je suis arrivée en entreprise où la personne avait une seule et unique expérience parce qu'elle restait toujours au même poste. Par exemple, je sais pas moi, elle va faire un assemblage de doublures pendant toute la journée. Alors, sous prétexte qu'elle va faire ça pendant 20 ans, elle va s'imaginer que toi, tu arrives et que du coup, tu n'es pas capable de faire ça et que tu n'es pas capable de faire autre chose. Non pas parce que tu n'es pas capable de faire autre chose, mais parce que elle va te projeter le fait que, vu qu'elle, elle n'y arrive pas, toi, tu ne peux pas y arriver. Ce qui est totalement faux. Et du coup, ça agace profondément les gens. Et si je le dis là justement en vidéo, c'est parce que, je veux dire, au bout d'un moment, c'est pénible quoi. Enfin, je veux dire, les gens, faut savoir aussi mettre un peu son ego de côté et accepter qu'il y ait des personnes qui puissent nous apprendre des nouvelles choses, des nouvelles techniques, etc. Même si on a 20, 30 ou 40 ans d'expérience dans le domaine. En ce qui me concerne, je ne pense pas que ce soit la durée de travail dans une entreprise qui va créer notre expérience. Je ne pense pas qu'en faisant 40 ans la même chose, ça nous crée de l'expérience. Je crois que c'est le contraire. Enfin, c'est un avis personnel. Je pense qu'au contraire, qu'en 40 ans, plus on va faire de choses, plus on va apprendre de choses, plus notre expérience sera diversifiée. Et là, on pourra vraiment affirmer qu'on a de l'expérience. Parce que quand on arrive au bout de 40 ans d'expérience et que on dit bah moi j'ai jamais fait ça, bah c'est que t'as pas l'expérience. Donc si t'as pas l'expérience parce que tu l'as jamais fait, ça veut dire que tu manques d'expérience. Donc tu ne peux pas affirmer que tu as plus d'expérience que quelqu'un qui l'a déjà fait en 20 ans par exemple. Voilà, alors je sais que ce sont des choses qui agacent profondément, mais c'est des choses que je pense sincèrement. Et il faut accepter les différences, il faut accepter la différence par rapport aux compétences, il faut accepter la différence par rapport aux expériences, etc. etc. J'ai fait cette vidéo, ce n'est pas dans le but de dénigrer qui que ce soit ou de dévaloriser qui que ce soit, puisque je pense qu'on a tous nos propres capacités, nos propres compétences, que nous sommes libres de développer ou non. Et ce que j'ai dit dans le domaine de la couture, ça vaut absolument pour tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité et dans tous les métiers. Et j'ai également décidé de partager ça sur ma page, enfin sur ma chaîne YouTube, parce que je m'aperçois que ce genre de choses est très mal pris dans la moindre entreprise où je vais. À chaque fois, c'est toujours la même histoire, c'est toujours mal pris. C'est toujours les petites guéguerres infantiles faites entre les collègues au lieu de s'épauler et de se soutenir. C'est tout le temps des coups bas, c'est tout le temps des machins comme ça. Et je trouve ça triste et je trouve ça complètement con comme façon de faire. Et que c'est clairement pas comme ça qu'on va avancer. Et je trouve ça triste aussi que dès qu'on va agir en étant nous-mêmes sans se préoccuper des autres
et dire les choses qu'on pense, et ben directement on va être catalogué, justement comme je disais, soit de prétentieux, soit de narcissique, soit on va croire qu'on a le melon, qu'on a la grosse tête ou je ne sais pas quoi, alors que en fin de compte tout le monde pense des trucs mais les gens ils ne le disent pas. Donc je pense que c'est de la pure hypocrisie d'aller reprocher à une personne qui fait les choses et qui dit les choses, sachant que soi-même on pense et qu'on agit aussi comme ça, mais dans le dos de la personne pour pas le montrer. Voilà, donc du coup, sur ce, je conclus cette vidéo et je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto.